Bonjour à tout le monde. Donc, nous commençons cette deuxième partie de la matinée, toujours sur le thème des pratiques rédactionnelles entre l'État et le citoyen à l'ère du numérique. Et j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Sarah Vecchiato, Sonia Gerolimic et Mario Casini, qui nous viennent d'Italie, d'où dîner exactement. Et le titre de leur présentation, c'est Écrire des antibiotiques. C'est pas automatique. Merci à vous trois. Bonjour, bonjour. Merci encore aux organisatrices et à leurs collaborateurs pour avoir organisé ce beau colloque. Alors, nous sommes vraiment, vraiment ravis d'être là, même si ce n'est que virtuellement. Donc, est-ce que vous voyez la présentation? Très bien. Très bien, super. Alors, notre intervention portera sur un cas de communication institutionnelle dans le domaine de l'éducation à la santé. Voici notre plan. Nous allons d'abord présenter notre objectif de recherche. Ensuite, nous ébaucherons certains traits culturels de la communication institutionnelle de l'Italie en la comparant avec celle de la France pour présenter ensuite les cas sur lesquels nous avons travaillé. La question qui a guidé notre recherche doit être plutôt scindée en deux. D'abord, nous avons cherché à identifier certaines opérations textuelles, certaines transformations linguistiques qui peuvent améliorer un texte de communication institutionnelle dans le domaine médico-sanitaire. Ensuite, nous nous proposons d'identifier laquelle de ces opérations fonctionne le mieux avec un public de lecteurs ayant un faible niveau de littératie. Au cours de cette communication, nous nous concentrerons sur la première partie de cette question et nous réserverons quelques mots sur la façon dont nous entendons répondre à la deuxième partie. Donc, notre recherche est menée dans le domaine de la rédactologie. Plus précisément, nous avons travaillé selon le principe d'essayer de communiquer en entrant dans la perspective du lecteur, c'est-à-dire en suivant un style personnalisé, bienveillant et d'accompagnement. Nous avons tâché de ne pas nous arrêter à l'hypothèse d'un lecteur idéal, mais de prévoir une évaluation du texte reformulé grâce au feedback d'un échantillon de lecteurs réels. Nous faisons référence aussi aux acquis de la socioterminologie, en particulier à son point de vue sur l'ergonomie linguistique et discursive. Comme nous avons travaillé sur deux langues, l'italien et le français, avant d'entrer dans le vif de notre recherche, il nous semble utile de présenter la situation générale de la communication institutionnelle en Italie et en France. En ce qui concerne l'approche des institutions à la communication avec les citoyens, il est indispensable de faire une prémisse concernant la situation linguistique des deux pays. Historiquement, la langue italienne coïncide avec la variété de Florence. Elle s'est imposée dans la péninsule au XIVe siècle comme langue de culture écrite. Le florentin est resté essentiellement un code écrit jusqu'à l'unification à la fin du XIXe siècle. Tout cela signifie que la langue italienne manquait à l'origine d'une dimension pragmatique. Et ce manque est particulièrement visible dans la communication institutionnelle. Traditionnellement, les textes utilitaires ne semblent s'adresser à personne en particulier. Ils ont un vocabulaire abstrait et une syntaxe pompeuse, riche en subordonnés et en formes implicites. Le fait qu'il s'agisse d'une habitude très ancrée est illustré par cet avis qui était visible dans les bus. L'avis dit « Attention, cette porte peut fonctionner comme sortie d'urgence en actionnant le dispositif placé à droite de la petite armoire. » On voit que la traduction anglaise était bien plus efficace pour ces cas d'urgence. Un autre exemple célèbre de ce type de communication est une circulaire du ministère du Trésor italien de 91 que nous avons traduite au pied de la lettre. Cette expression que vous voyez, diritti irrefragabili, est devenue quasiment proverbiale pour indiquer ce style de langage bureaucratique. Ensuite, un tournant a eu lieu dans les années 90 avec un mouvement d'opinion pour la clarté de la communication institutionnelle.
Parmi les promoteurs de ce mouvement, le linguiste Tullio De Mauro, qui a souligné que c'était un droit pour les citoyens que de comprendre la langue de l'État, mais que le contenu des lois et des messages de service public était réservé à l'époque à une élite de personnes qui pouvaient les comprendre, ce qui avait des implications juridiques très graves. Donc, les années 90 ont été vraiment la saison du renouveau pour la langue de l'administration publique. Une date clé est 1993, où le ministère pour la fonction publique a publié un code de style et a institué des bureaux pour les relations avec le public dans tous les établissements publics. Et des cours de formation ont été organisés pour les fonctionnaires afin qu'ils apprennent à reformuler des documents administratifs. Donc voilà, voici l'exemple que j'avais cité tout à l'heure, tel qu'il a été réécrit à l'époque. Donc on remarque une amélioration. Quels ont été les développements par la suite? Depuis les années 2000, l'attention de l'opinion publique et du législateur s'est un peu relâchée au niveau national. Ce que l'on observe aujourd'hui est une situation inégale avec plusieurs initiatives menées au niveau universitaire et local. Donc, je passe la parole maintenant à Sonia. Bonjour à tout le monde. Alors, en ce qui concerne le versant français, je ne m'étendrai pas sur l'histoire linguistique du français puisque bon nombre de vous doivent bien la connaître. Quant aux mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, même si la situation française n'est pas très éloignée de la situation italienne, nous tenons à en dire quelques mots. La première mesure qui va dans ce sens est celle de la loi de 1978 qui donne le libre accès des citoyens aux documents administratifs. Cette loi s'est étendue en 2002 dans le contexte de la santé publique, qui nous occupe plus particulièrement. En 2001, nous observons la création très importante et significative du Comité d'orientation pour la simplification du langage administratif, qui a donné lieu à un manuel pratique à l'usage des fonctionnaires. Un langage clair, ça simplifie la vie. Il a été suivi par un autre guide du même type, le petit décodeur de l'administration. Le principe de ce guide a été repris pour le domaine de la santé, le petit décodeur de la médecine, parrainé par le ministère de la Santé et plus spécifiquement la commission de terminologie du domaine de la santé. Il nous faut également citer le guide de Haller et Ruel, publié par Santé publique France, communiqué pour tous, guide pour une information accessible. Toutefois, il faut préciser que les notions de clarté, d'accessibilité au plus grand nombre sont déjà présentes dans les années 80, comme on peut le voir dans un projet de loi sur le divorce en 1975, ou dans un journal officiel de 1987. D'ailleurs, déjà à l'époque, on conseille d'avoir recours au feedback de destinataires qu'on peut considérer comme des cobayes. En fait, même si l'idée de la clarté de la langue française est considérée comme un mythe par la plupart des linguistes, mais aussi par des hommes de science comme d'Alembert, en effet, il s'agissait de clarté de la pensée et non pas de clarté linguistique. Nous pouvons affirmer que cette notion a pu avoir une influence considérable quant à son importance, la valeur qu'elle doit avoir, ce qui expliquerait peut-être aussi une prise en compte du destinataire plus poussée en France qu'en Italie. Les célèbres phrases de Condorcet, d'Alembert et de Condorcet parlent d'elles-mêmes. Passons maintenant à la communication médicale qui nous occupe de plus près. Les scènes de l'information française et italienne n'échappent pas aux pressions observées au niveau international, à savoir la surcharge d'informations et la diffusion d'informations fausses ou fortement déformées. Pourquoi un certain nombre d'organismes publics ont lancé des initiatives visant à améliorer la communication publique avec les patients pour contraster ce phénomène. Nous nous limitons ici à mentionner, en ce qui concerne la France, Doctissimo, né de la rencontre de deux médecins, ainsi que le site de la Haute Autorité de Santé. Du côté italien, nous pouvons citer la plateforme Dottore Mai Vero Che, Docteur, est-ce qu'il est vrai que, gérée par la Fédération italienne des médecins, et la plateforme Orienta Salute, Orientation Santé,
animé par le département de notre université, le département de médecine de notre université, l'université d'Udine, et notamment par notre collègue Mario Casini, qui a travaillé avec nous pour cette recherche. C'est de cette manière que nous en sommes venus à nous intéresser à la communication en matière de santé, et en particulier à la question de la résistance des bactéries aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques, c'est-à-dire le développement de certaines bactéries qui résistent aux thérapies antibiotiques, est une véritable menace pour la santé publique mondiale. Cela signifie que lorsque la résistance aux antibiotiques se développera, un phénomène considéré par les experts comme tout à fait probable, non seulement il n'y aura pas suffisamment de médicaments disponibles pour traiter les maladies infectieuses, mais aussi les traitements de routine pourraient devenir des opérations très risquées. C'est pourquoi l'OMS considère la recherche pharmacologique et l'utilisation appropriée des médicaments existants comme des actions fondamentales et d'égale importance. Je passe la parole maintenant à Sarah. Donc, nous avons choisi un document d'information sur les antibiotiques que l'Institut supérieur de la santé a mis en ligne. L'Institut est un organisme de droit public qui effectue des activités de recherche et des conseils pour le ministère de la Santé. Nous avons choisi uniquement l'introduction qui correspond environ à un tiers de l'original. Dans notre travail, nous avons schématisé les différentes opérations textuelles qui sont généralement employées lorsqu'on simplifie un texte. Nous avons distribué ces opérations sur 2 axes cartésiens que nous allons voir tout de suite. En ce qui concerne l'axe vertical, nous faisons référence aux étiquettes de Bertrand Labasse à propos des niveaux d'effort cognitif. Donc, on trouvera, vous voyez l'axe vertical, un niveau de lisibilité correspondant à la reconnaissance des mots et des phrases, un niveau de cohérence qui correspond à l'organisation des contenus, un niveau de figurabilité ou représentabilité qui correspond au modèle mental du texte qui se forme dans l'esprit du lecteur. Cet axe vertical est nommé axe de l'intelligibilité. L'axe horizontal correspond aux opérations linguistiques liées à la granularité de l'information. Par exemple, au niveau de la représentation des contenus, le rédacteur peut choisir s'il va enlever des informations trop détaillées et qui ne seront pas comprises, donc il va être plus approximatif, ou bien s'il va expliciter des informations qui demeurent implicites dans le texte de départ. Nous avons nommé cet axe, axe de l'ergonomie. Donc, nous avons suivi ce schéma pour établir autant de versions du document original. Donc, en allant du haut vers le bas, nous trouvons d'abord la substitution paraphrastique concernant la dimension lexicale. Une notion que nous avons trouvée très utile est celle de tecnicismi collaterali. Luca Seriani appelle des technicismes collatéraux les mots qui n'ont pas de valeur terminologique, mais qui sont employés dans les discours spécialisés en tant que mots de registre formel. Notre activité de paraphrasage lexical s'est focalisée sur ce type de mots. Pour ce faire, nous avons fait référence aux marques d'usage employées dans 3 dictionnaires, surtout 2 dictionnaires les plus récents, dirigés toujours par Tullio De Mauro. Sur les 250 000 entrées qui composent le Grande Dizionario, Tullio De Mauro avait identifié un groupe de mots de très haute fréquence qui concerne environ 7 000 mots. Ces 7 000 mots forment ce qu'il appelait le vocabulaire italien de base. À l'intérieur de cette couche se trouvent ce que De Mauro appelait les mots fondamentaux, qui sont au nombre de 2000 et qui couvrent en moyenne 90% des occurrences dans tous les textes. Donc, nous avons observé que le texte original de l'Institut supérieur employait de préférence un lexique de haute fréquence. Notre objectif était de remplacer autant que possible ce lexique par du lexique fondamental. Donc, dans ce tableau, il est possible de voir les marques d'usage associées à chaque mot. À gauche, on peut voir le texte original où la plupart des mots appartiennent au lexique commun, c'est-à-dire pas fréquent, ou de haute fréquence. À droite, on peut voir notre reformulation où nous avons employé autant que possible des mots de l'italien fondamental.
Une des difficultés que nous avons rencontrées dans ce travail est que certains mots fondamentaux relevaient d'un registre qui était perçu tout de suite comme trop informel. Ce sont des cas rares, mais par exemple, la medicina, ça marche bien pour gli antibiotici sono medicine, mais moins bien pour scatola della medicina, donc nous l'avons laissé, scatola del medicinale. Parmi les points les plus problématiques, il y a le terme iniezione qui était glosé dans l'original par une expression très rare, via iniettiva. Nous avons choisi de gloser par le mot puntura en tant qu'équivalent familier d'injection. Cependant, le mot puntura est plus polysémique. Il indique typiquement une blessure. C'est pourquoi nous étions prudents à l'idée de le remplacer. Donc, on considère souvent que les termes scientifiques peuvent être glosés ou paraphrasés par des mots communs, mais ce n'est pas possible partout dans tous les textes. Donc, nous allons développer ce point tout à l'heure. En continuant dans notre schéma, la dimension syntaxique, qui concerne les formes implicites, ambiguës, qui sont très coûteuses d'un point de vue d'engagement cognitif. Le rédacteur donc, en ajuste la formulation pour la rendre plus explicite. Donc, le symbole des flèches veut représenter justement cet équilibre. Voilà alors encore un exemple. Nous avons laissé les exemples en italien parce que nous trouvions que la traduction créerait des problèmes, mais pendant la discussion, nous montrerons les traductions si ça peut être utile, bien sûr. Alors, les transformations syntaxiques que nous avons opérées sont les modifications classiques, donc phrases passives, gérondif, des transformations qui obligent, entre autres, à expliciter, par exemple, le sujet agent. Nous avons dit tout à l'heure que la substitution lexicale n'a pas vraiment concerné les termes spécialisés, puisque le terme implique un concept. Et nous adhérons à la position de Valérie Delavigne lorsqu'elle dit que le public a besoin de s'approprier des termes scientifiques. Donc, selon le texte, on fera la distinction entre un terme pivot, comme elle l'appelle, qui est l'information principale qu'on essaie de faire passer, ici par exemple antibiotico-resistenza, et des termes moins pertinents. Dans ces cas-là, nous suggérons de recourir à une formulation plus vague, avec des indéfinis, des holonymes, des noms sous-spécifiés, que l'on appelle aussi des hyperonymes absolus, comme choses, faits, événements, bref, des formes sous-déterminées. Par exemple, dans les textes sur les antibiotiques, on mentionne les systèmes immunitaires. Comme cette notion peut ne pas être partagée par tout le monde, nous avons remplacé ce terme par les ressources du corps humain. Donc, nous n'avons pas effacé entièrement l'information, mais nous avons supprimé le terme. De l'autre côté, de l'axe de l'ergonomie, nous avons la reconstruction de l'information qui est regroupée autour de quelques noyaux d'information plus denses que les précédents. Nous avons réorganisé les paragraphes en rendant explicite la question à laquelle ils sont censés répondre selon la théorie de la question. Dans une des versions, nous avons appliqué ce principe à l'ensemble du texte avec un titre et sous-titres sous forme de questions. Enfin, nous avons éliminé des portions de texte et donc des informations, des données qui étaient jugées non pertinentes. Par exemple, dans notre cas, il s'agissait d'une très longue liste des différents types d'antibiotiques. Inversement, nous avons inséré des informations laissées implicites dans le texte source, comme la différence entre virus et bactéries. Alors, cela a été fait à travers des images, donc en ayant recours à une dimension iconique, en plus de la dimension verbale. Donc à gauche, on voit l'image du texte original, à droite, notre version. Donc, nous avons tâché d'obtenir une version différente du texte en appliquant chaque fois une seule opération textuelle ou bien une combinaison du même niveau. Et en dehors de ce schéma, nous avons aussi envisagé la possibilité d'utiliser des éléments poético-rhétoriques sous forme de slogans qui a retenu notre attention pendant notre activité de reformulation. Donc, cette possibilité nous a retenus. En reprenant le schéma de Bertrand Labasse, il s'agit du niveau de la légibilité, c'est-à-dire la perceptibilité graphique et acoustique, donc un niveau en plus par rapport à celui que nous avons étudié jusque-là. Donc, dans ce cas-là, nous avons un isocolon. Et je laisse encore une fois la parole à Sonia. Donc, après cette phase de reformulation
donc 11 versions, nous sommes passés à la phase de la traduction en français. Alors, s'agissant de deux langues proches et d'un texte de type explicatif, et les choix de reformulation reposant sur les mêmes critères, la traduction s'est faite plutôt aisément, débouchant ainsi sur une traduction que nous pouvons considérer comme littérale. Les quelques difficultés que nous avons rencontrées étaient d'ordre principalement lexical. Pour résoudre ces difficultés, nous nous sommes basés essentiellement sur le dictionnaire de fréquence du français, Lonsdale et Lebras, qui est comparable au Nuovo Vocabolario di Base de Mauro, même s'il a répertorié moins d'entrées lexicales de base, 5000 et non 7000. Concernant la traduction du texte original, à savoir la version 1, comme pour l'italien, nous avons opté pour le maintien de termes spécialisés qui représentent un concept bien précis, comme nous pouvions reformuler. Nous avons opéré donc des choix lorsque nous avons observé cependant qu'une alternative terminologique était possible. C'est le cas pour antibiorésistance, que nous avons reformulé en résistance aux antibiotiques, comme on l'a fait pour l'italien. Nous avons relevé en effet le même taux d'emploi qu'en italien, d'où l'adoption de cette forme, et d'ailleurs dont la structure est typique des langues romanes. En ce qui concerne le passage de la version 1 à la version, disons, où nous avons utilisé la reformulation lexicale, et c'est dans ce passage que nous avons eu le plus de difficultés, et où nous avons fait des choix plutôt différents par rapport à l'italien. Par exemple, pour danno renale, dommage rénal littéralement, nous avons adopté le terme spécialisé atteinte rénale, que nous avons mis dans la version originale, la version 1. Mais ce terme étant plutôt opaque, nous avons préféré le reformuler au moyen d'une expression plus courante et transparente, à savoir problème au rein. De même, pour dolore di stomaco, qui peut se traduire littéralement par douleur d'estomac, que nous avons mis dans la version originale, la version 1, nous avons préféré utiliser dans la reformulation mal au ventre, qui était plus disponible pour l'usager. Parfois, nous avons adopté un autre procédé, dans lequel deux mots pouvant être plus clairs. Nous avons maintenu le terme original suivi d'un équivalent plus courant, entre parenthèses, comme injection suivie de piqûre, ainsi que Sarah nous l'a illustré auparavant, ou notice suivie de mode d'emploi. Alors, un autre cas où nous avons eu quelques difficultés, c'est le cas de la reformulation de la version 3.2, c'est-à-dire au niveau de la cohérence. Cela concernait l'insertion des sous-titres sous forme de questions. Là aussi, nous avons opté pour un registre plus familier par rapport à l'italien. En italien, la structure interrogative est simple et plutôt neutre, alors qu'en français, elle est marquée au niveau sociolinguistique. C'est pour ça aussi que j'avais posé la question auparavant à notre collègue. C'est notamment au niveau des intertitres qui sont sous forme de questions, justement, que nous avons opéré ce choix. Cosa sono, par exemple, cosa sono, come funzionano gli antibiotici, a été traduit par qu'est-ce qu'un antibiotique et à quoi ça sert. Comme nous pouvons le remarquer, il y a l'absence d'inversion de la forme interrogative avec le pronom de sujet inversé, et l'emploi du pronom passe-partout ça. Il s'agit d'une structure en fait très employée dans les intertitres, ainsi que nous pouvons le voir sur le site Alloculture. Nous avons un autre exemple du même type. Qu'est-ce que l'antibiorésistance et pourquoi c'est important? Là aussi, nous avons évité l'inversion en S, qui était d'un registre vraiment trop soutenu. Cependant, nous n'avons pas toujours suivi le même critère. Dans certains cas, nous avons renoncé à employer un registre plus familier dans un souci d'empathie. Le registre plus familier, c'est pour un souci d'empathie vers le destinataire. C'est le cas de « les antibiotiques peuvent-ils provoquer des réactions allergiques ?» L'emploi de « est-ce que », plus caractéristique de l'oral, apparaissait ici trop long et
par là trop lourd. En outre, de cette manière, antibiotique apparaît en position de thème, ça c'est ce dont on parle. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un support écrit tout de même et que l'aspect visuel peut aussi avoir son poids. Dans un autre cas, nous avons préféré rester cohérents dans la structure des intertitres, en maintenant la forme interrogative. Ainsi, pour la question « Come posso saperne di più ?», nous pouvions la traduire par « pour en savoir plus » ou « en savoir plus », qui est une formule qui apparaît très souvent comme rubrique de certains magazines. Et d'ailleurs, si vous observez le site, la page du site du colloque, on la voit en haut à droite. Hein, on voit exactement « en savoir plus » ou « pour en savoir plus ». Cette formule nous permettrait également de reprendre le même lexique qu'en italien. Nous avons toutefois préféré maintenir la forme interrogative à travers cet autre énoncé, assez fréquent aussi dans les intertitres, ou trouver d'autres informations. Donc, après cette phase de traduction de l'italien en français, des 12 versions, parce qu'il y a aussi la version originale, nous avons procédé à l'élaboration d'un questionnaire, outil indispensable pour notre enquête sur le terrain, afin de répondre à notre question de recherche, à savoir quel est le procédé linguistique le plus efficace pour la compréhension de ce texte portant sur l'antibiorésistance. Alors, le questionnaire que nous avons élaboré est un questionnaire de type anonyme. On peut y répondre sur papier ou sur téléphone portable aussi. Il est constitué de questions de compréhension textuelle, hein, c'est l'objectif principal, bien sûr, et d'autres questions permettent de déterminer la biographie linguistique de la personne, son niveau de scolarisation, et à celle-ci s'ajoutent des questions aussi de type socio-démographique, mettant en jeu des facteurs prédictifs du niveau culturel, comme le nombre de livres possédés. Ce questionnaire est destiné à des étudiants adultes qui sont italophones ou francophones, ou aussi des immigrés ayant l'italien comme langue seconde ou des immigrés ayant le français langue seconde. Nous nous sommes adressés à des écoles de remise à niveau ou de rattrapage scolaire. En Italie, il s'agit surtout du CIPIA, Centre provincial d'instruction pour les adultes, qui dépend du ministère de l'Éducation. Et en France, nous nous sommes adressés à des associations contre l'illettrisme. Alors, voici clairement les phases de notre projet. Nous en sommes à la phase 6, c'est-à-dire à la réélaboration du questionnaire, en fonction des réponses que nous avons recueillies après un test pilote qui ne portait que sur le texte original, la version 1. Alors, nous en arrivons à la conclusion. Comme il est possible de le constater, il s'agit d'un travail de longue haleine. C'est pourquoi nous avons préféré, dans cette intervention, nous focaliser sur notre travail de reformulation qui est à la base de notre recherche, à savoir d'essayer de déterminer quels sont les procédés les plus adéquats pour obtenir un texte de type utilitaire. D'abord, il nous semble important de souligner que la distinction entre mots et termes n'est pas seulement un fait théorique, car les stratégies de simplification sont sensiblement différentes dans les deux cas. En effet, les technicismes collatéraux peuvent être facilement remplacés par des synonymes plus fréquents, alors que cette stratégie n'est envisageable pour les termes que dans les très rares cas où il existe des termes, donc des mots, on va dire, spécialisés, parfaitement équivalents, comme antibiorésistance et résistance aux antibiotiques. Ensuite, nous nous sommes heurtés à la difficulté de trouver le bon registre de langue, arrivant au constat du manque d'un niveau intermédiaire plus neutre. Cette difficulté apparaît en italien, notamment en ce qui concerne le lexique. Pour le français, le problème s'est posé plutôt au niveau de la forme interrogative. En fait, nous l'avons souligné au début, il y a une très forte composante culturelle dans le style d'écriture des textes utilitaires. Nous avons eu l'occasion de le constater directement en travaillant avec nos étudiants stagiaires sur l'activité de simplification. Car souvent, le fait de leur demander d'abandonner certains traits stylistiques archaïques et pompeux signifiait à leurs yeux que le message était moins crédible et moins autoritaire. Il y a donc manifestement encore beaucoup de travail à faire. Voilà, nous vous remercions pour votre attention et attendons vos questions.
Merci beaucoup à vous trois. C'est extrêmement intéressant. Je passe la parole d'abord à Véronique. Oui. Merci beaucoup de la présentation très précise des travaux pour simplifier et comment simplifier et quels problèmes pose chaque langue. Et on voit bien que écrire un texte, c'est aussi intégrer les caractéristiques d'une langue par-delà la communauté d'usagers. Pouvez-vous supprimer votre partage d'écran, Sarah? Alors avant de supprimer le partage d'écran, nous avons, comment dire, un petit hommage impérial. Voilà. Voilà. Oh, merci. Merci. Voilà. La simplification du code de Napoléon. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on voit bien à travers votre présentation à quel point la langue écrite est devenue une communication écrite. Et vous avez terminé avec les étudiants et la remarque des étudiants et le travail qui reste à faire. Et effectivement, si on est sur un raisonnement de langue écrite, on va avoir une vision un petit peu austère de la communication, alors que si on passe en communication écrite, ce n'est pas la langue qui est en jeu, c'est la communication. Donc ça, c'est un point qui a traversé votre présentation à trois et qui est très riche dans le fait que ces langues, que ce soit l'italien ou le français, qui ont une très grande tradition d'écriture, eh bien, c'est quand même faire un pas de côté que de le penser comme une communication écrite. Donc, merci pour cette historique-là. Et puis, également, le fait de nous faire toucher du doigt que la simplification, ce n'est pas de prendre des mots les plus généralisateurs possibles et qu'on va avoir la nuance entre mots et termes. Et là, on voit bien que l'usager a aussi besoin de termes et qu'à ce moment-là, on ne pourra pas le remplacer. Donc, ce n'est pas une surgénéralisation qui permettra une bonne compréhension du propos. Et donc, ça, c'est vraiment une richesse de le repérer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais employer des mots très génériques que la communication écrite est là. Je pense que c'est à garder par rapport à ce colloque, parce que c'est vraiment une information importante. Et quand on travaille avec une entreprise, il peut avoir par défaut cette représentation-là. On va employer que des mots génériques et c'est contre-productif, comme vous le montrez de façon tout à fait pertinente. Alors, j'en viens à ma question. Combien de temps cela vous a pris? Sonia? Je dirais, je ne saurais pas quantifier un nombre d'heures, mais disons que c'est un travail qui s'est étalé pendant plusieurs semaines, je dirais pendant des mois, aussi parce que comme on l'a vu du schéma de notre projet, nous avons d'abord commencé par un test pilote qui nous a donné quelques informations sur la compréhensibilité du texte de départ et aussi à partir des réponses à ces questionnaires, nous avons aussi un peu orienté notre activité de simplification. Je dirais, je trouve qu'il est assez difficile pour moi de quantifier, mais je dirais oui, ça a été des semaines, des mois de travail. Je dirais, peut-être si on devait refaire l'activité maintenant, ce serait peut-être plus rapide dans le sens que nous avons passé beaucoup de temps aussi pour définir aussi les critères. C'était quelque chose qui a été dit hier beaucoup de fois, c'est-à-dire qu'il faut, une fois qu'on a établi les critères, on est revenu sans cesse aux critères, et donc pour garder trace de tout. Donc, je pense que pour refaire le travail sur un autre texte, ce serait peut-être plus rapide. Oui, mais je pense que ces critères méthodologiques sont à garder précieusement et à transmettre. Parce que c'est effectivement un énorme travail et c'est normal que ça prenne beaucoup de temps. Mais comment dire, le résultat en lui-même est bien sûr très intéressant, mais la construction des critères est tout aussi pertinent et nécessaire. Absolument. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une question qui est arrivée ici de Céline Baudette. La langue écrite italienne est-elle éloignée de l'italien oral des diverses régions? Oui, alors je traduis juste rapidement la question pour M. Casini. Allora, chiedevano tra le domande se la lingua scritta italiana è lontana dall'italiano orale delle diverse regioni.
Alors, Merci. je dirais que la situation de l'italien est… si je devais faire une comparaison, peut-être elle ressemble un peu plus peut-être à la situation de l'allemand, de la langue allemande, c'est-à-dire qu'il y a une variété nationale qui a mis un certain temps pour se diffuser. Et c'est surtout peut-être dans les années 60 qu'elle s'est démocratisée dans l'usage et qu'on a trouvé un italien standard qui était plus ou moins le même au niveau national. Maintenant, on parle de italiani regionali. Donc, il y a beaucoup de variétés régionales de l'italien, donc avec des mots différents, des petites tournures de l'italien. Et donc, on peut trouver des régionalismes même à l'écrit, oui. Donc, ça, c'est très possible. Mais Merci. on peut peut-être ajouter que quand même, il y a un certain bilinguisme, dans le sens que s'il y a des variétés régionales, tous les Italiens connaissent l'italien, entre guillemets, standard, non? Tu me confirmes, Sarah? Oui, je dirais que ce n'est pas… Alors, c'est une situation différente, par exemple, cela dépend de la région, parce que je dirais que, par exemple, dans le Friuli-Venezia Giulia, où on étudie la variété du friolan, je dirais que les locuteurs ont une conscience très forte de la différence des deux cordes, alors qu'on peut trouver plusieurs fois des personnes dans d'autres régions qui n'ont pas vraiment le sentiment, qui n'ont pas vraiment une confiance de la différence des deux cordes. Donc, on peut assister plus souvent au mélange des deux cordes aussi. Donc, et cela peut arriver aussi à l'écrit, donc ça dépend vraiment du niveau des langues. Alors, je veux juste, avant la question de Véronique, Céline dit, est-ce que cet italien standard est la langue de l'école? Oui, absolument. Absolument. Okay. Oui. Okay. Merci beaucoup. Une question, vous avez parlé, à mon plus grand bonheur, de la fonction poétique que vous avez introduite après la grille pour porter des slogans et donc donner une représentation visuelle et sonore, enfin auditive. Est-ce que ces slogans, vous avez réussi à les traduire en français? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Allora, je traduis rapidement. Oui, allora ci chiedono del discorso dello slogan, quindi del tricolon che abbiamo redatto, quindi se siamo riusciti a tradurlo in francese. Sonia, tu veux répondre peut-être pour la partie de traduction? Pour la traduction, c'était tout à fait similaire. Hein, docteur, dose et le dernier durée, hein, c'est ça. Hein? Docteur, dose et durée. Au niveau conceptuel, peut-être la chose qui nous a posé des questions a été l'hésitation entre un italien entre medico et dottore, et surtout sur l'idée de mesure, la modalité, pardon. La modalité était une notion qu'on a décomposée entre dose et durée. Donc, ce qui était très intéressant rétrospectivement pour nous, et que le fait de créer ce slogan nous a permis de décomposer, de décortiquer la notion de modalité et dans les deux notions l'ordre de dose et de durée, dose et durata. Et donc, cela nous a permis de retravailler aussi le texte d'un point de vue conceptuel. Donc, pour avoir ces trois initiales, DDD, cela nous a permis de faire un travail de ce type. Peut-être une… si vous refaisiez ce travail, qu'est-ce que vous changeriez à la méthode? Ah, bonne question. Difficile. Non, je dirais peut-être pour la question, je ne sais pas, peut-être pour le questionnaire, on aurait le questionnaire, on changerait quelque chose au niveau du questionnaire, mais je n'ai pas vraiment trop de recul, j'avoue que c'est que je vais faire des choses autrement. C'est vrai qu'on a beaucoup tâtonné au départ, ça c'est… Oui, c'est vrai. Alors, pour aller dans le sens chercher les bonnes références, oui, oui. Pour aller dans le sens de la question d'Isabelle, est-ce que de pousser plus loin le bouchon sur les synonymes par rapport à tout le travail que vous avez fait sur le lexique, est-ce que ça vous semblerait intéressant, est-ce que ça vous semble pertinent ou pas?
le synonyme dans le sens de la simplification lexicale. Oui. D'utiliser je ne suis pas sûre de comprendre, d'utiliser les synonymes davantage. Si on compare les synonymes de deux mots, on peut se rendre compte que les représentations mentales risquent de ne pas se recouvrir. Bien et sûr. que peut-être il y a un mot qui va évoquer quelque chose qui est très éloigné, et donc ça permet de penser au lecteur. On va se dire, ah mais il est parti là-bas alors que moi je voulais l'amener là. Est-ce que ça vous paraît intéressant à introduire ou pas? Oui, je ne sais pas, Sonia, si tu veux dire quelque chose à ce propos. Moi, j'aurais à l'esprit le mot contamination, par exemple, qu'on a hésité, par exemple, pour transmission et contamination. Cela a été effectivement une équivalence très problématique, parce que transmission et contagio, c'est vrai que cela a été un titre d'une conférence, d'un festival, par exemple, à Udine, justement, contagio, donc la contamination avec le virus, donc ça a pris une envergure très, très forte. Donc, je ne sais pas, Sonia, tu as remarqué… Sinon, ce dont nous avons parlé avant, avec piqûre, injection piqûre, voilà, puisque piqûre, en effet, ce n'est pas tout à fait adéquat, enfin correct comme mot pour traduire injection, mais on pense que c'est très parlant au niveau des usagers. Donc, voilà, il y a des degrés finalement dans les synonymes, tout à fait. Oui. Et puis, voilà, peut-être ce qui nous a manqué un peu, en tout cas pour le français, c'est des dictionnaires de fréquence plus puissants. Voilà. En italien, c'était bien. Hein, le dictionnaire italien était très bon, alors que pour le français, il manque un dictionnaire de fréquence sérieux et plus élargi. Voilà. Et ça aiderait beaucoup pour classer les synonymes, justement. Les plus utilisés, les moins utilisés. Voilà. Et il y a un dernier point, après je te rends la parole, mais est-ce que sur les colocations, c'est-à-dire le mot en contexte, est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous aider? Disons qu'il faut vraiment en tenir compte, ça c'est sûr. Ça, oui, ça c'est… Mais si ça peut nous aider… Parce qu'en français, visiblement, c'est plus des problèmes de syntaxe, enfin, là, par rapport à la forme interrogative, comme si il y avait une grosse différence par rapport à la langue italienne sur cela. Ah oui, tout à fait. Oui. Là, on a l'impression qu'en italien, il n'existe pas de… Disons que la langue familière, en fait, est remplacée par les dialectes en Italie. Donc, il y a un manque vraiment à ce niveau-là. En français, là aussi, puisqu'on est sur de l'écrit, c'est quand même assez délicat d'utiliser parfois la langue familière. Pour revenir aux colocations, c'est vrai que les colocations posent un problème quelquefois, hein, justement dans le choix du synonyme, parce que justement, on ne peut pas l'insérer comme on le voudrait dans la phrase. Et ça, en effet, ça pose un problème, oui. J'ai une question une question de Valérie qui dit « Bravo Sarah, Sonia et Mario, vous avez bien montré toute la difficulté de la mise en discours des terminologies versus mots plus courants et du poids de la syntaxe. Problème au-delà du choix des synonymes, comment repérer les représentations, les sèmes afférents ?» Bon, là, j'attends de parler avec toi, Valérie, comme c'est nous. Non, je dirais que nous avons travaillé plutôt sur la fréquence. Ça a été notre priorité. Donc, tout ce qui va justement avec est un travail à faire hein, de notre point de vue. Donc, justement, nous avons exclu certains mots à cause plutôt de leur connotation, mais le reste du travail, bien sûr, est à faire. D'accord. Oui, mais je voudrais aussi ajouter que la présence d'un expert avec nous est essentielle aussi, justement. Oui, absolument. Pour mieux comprendre la valeur, la portée des mots que l'on doit reformuler. Nous avons, merci de l'avoir rappelé, Sonia, c'est-à-dire que nous avons toujours travaillé avec la collaboration de M. Casini, qui est un médecin lui-même, il est pédiatre aussi, donc, et il a travaillé justement dans la vulgarisation des contenus. Donc, il nous a donné toujours cet apport scientifique dont nous avions toujours besoin.
pour clarifier les concepts, les notions et la possibilité aussi de faire des erreurs éventuellement, donc de corriger dans ce sens-là, pour que le texte soit voilà, autoritaire dans le sens qu'il soit fiable d'un point de vue Qu'il soit scientifique. fiable, c'est ça, qu'il soit simplifié, mais qu'il soit correct, Fiable, juste, exactement. scientifiquement, c'est ça. On doit malheureusement s'arrêter là. Je vous remercie encore. Merci Nous beaucoup. vous remercions infiniment. Oui. Bonne journée à vous et nous passons à la prochaine conférence avec Adeline Muller. Merci mille fois. À vous. À vous.